c'est d'urbanisme dont on va parler, donc intégrer l'adaptation climatique au bâti et rénover le bâti traditionnel en Ariège. C'est Corinne Trier du CAE de l'Ariège, conseil en architecture, urbanisme et environnemental, si je ne m'abuse, de l'Ariège, une agence dont le but est de tirer vers le haut les projets architecturaux, hein, de façon générale. Et c'est vrai que la question se pose très largement. Ici, on est à Foix et c'est vrai que quand on sait la difficulté qu'il pourrait y avoir à, par exemple, placer des panneaux solaires sur un toit dès lors qu'on serait à proximité du château de Foix, on se dit que la question est vaste. Est-ce qu'elle est là, Corinne Trier? Oui, Oui, je tout la à vois. fait. Bonjour. Bonjour. c'est Bonjour. c'est à vous. Donc, j'ai plus vous parler de bâti que d'urbanisme en fin de compte. Donc, c'est le bâti et l'adaptation au changement climatique. Donc, Corinne Trier, donc je suis architecte urbaniste chargée d'études au CAUE. Juste vite fait pour que les personnes qui ne connaissent pas le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Donc, nous sommes des associations créées par la loi sur l'architecture de 77, dont le but est de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement, toujours dans le respect du patrimoine. Donc, nos missions de base, c'est conseiller les particuliers dans leurs projets de construction ou de rénovation et les collectivités territoriales, former les élus et les professionnels donc à la connaissance des territoires et aussi informer et sensibiliser le grand public. Ce sont vraiment ça les missions de base et il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Donc, en quoi le changement climatique peut-il impacter les constructions et les habitants? Aujourd'hui, donc, de la même façon que le changement climatique impacte sur notre manière de vivre, ça impacte aussi sur la construction, qui, elle, doit s'adapter donc à ce changement climatique. La construction doit être appréhendée de manière globale, compte tenu donc de l'augmentation des phénomènes extrêmes que l'on voit apparaître, que ce soit les inondations, les séismes, les tempêtes, la sécheresse et les mouvements du terrain. Donc, face à ces changements, les défis à relever pour les années à venir concernent donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la lutte contre la vulnérabilité des habitations lors des intempéries, l'amélioration de la qualité de vie des personnes, leur confort face au froid, mais aussi de plus en plus face à la chaleur. Donc, juste à l'échelle urbaine, on constate que lors de canicules, la hausse des températures est particulièrement problématique en ville, du fait de la création des îlots de chaleur. En effet, la masse thermique des bâtiments et des espaces publics absorbe le rayonnement solaire dans la journée, le restitue la nuit sous forme de rayons infrarouges, et donc du coup, en fait, l'air ne se rafraîchit plus. Donc, il est indispensable aujourd'hui de remettre la nature en ville pour créer des îlots de fraîcheur, et donc dans l'espace public, mais aussi dans le bâti, à travers divers systèmes, et d'utiliser le plus possible des matériaux naturels proches de la nature qui réduisent en fait l'impact de la chaleur. Donc, comment les constructions peuvent-elles donc s'adapter au changement climatique? Donc, d'une part, il faut appliquer les règles et normes existantes. En effet, on a beaucoup de règles, beaucoup de normes, réglementation thermique, normes sismiques, plan de prévention des risques. Mais toutes ces règles et ces normes prennent déjà en compte les phénomènes climatiques que l'on connaît et donc peuvent aider à préserver le bâti face à ces phénomènes. Utiliser aussi les outils de planification que sont les plans locaux de l'habitat, le programme de renouvellement urbain, opération d'habitat, qui donnent l'opportunité donc de développer les énergies renouvelables donc, et maîtriser les consommations à travers leurs préconisations et leurs recommandations. La deuxième chose à faire, c'est de réduire les émissions de carbone. Donc, pour réduire les émissions de carbone, il faut utiliser le plus possible des matériaux naturels, le moins transformés possible, utiliser des matériaux locaux pour limiter les transports générateurs de CO2, développer les énergies renouvelables, donc avec le solaire, la filière bois, la cogénération, et favoriser la rénovation du bâti existant, ce qui permet de lutter contre l'étalement urbain par l'artificialisation progressive des sols pour créer de nouvelles constructions et de diminuer les besoins donc, en déplacement. Donc, pour les constructions neuves, comment les concevoir pour faire face donc, à ces changements climatiques? Donc, il faut repenser la manière de construire et favoriser ce qu'on appelle les maisons bioclimatiques, maisons passives ou maisons à énergie positive. Donc, les principes de base de ces constructions sont la prise en compte de l'environnement, de l'orientation pour une implantation adaptée sur les terrains,
Une conception réfléchie et efficace pour réduire la facture énergétique et améliorer le confort des usagers. Je vais y revenir dessus. Donc, pour comprendre cela, il faut savoir observer ce qui nous entoure, et particulièrement le bâti ancien, à travers son implantation, la végétation, son orientation, les matériaux, les ouvertures, puisque le bâti ancien était quand même un bâti qui était construit très en lien avec son environnement. Donc, vous avez ici un schéma où l'on reprend en fait tous les éléments à prendre en compte dans la construction, que ce soit la compacité, que ce soit l'orientation, les ouvertures, les énergies, l'isolation. Donc, je vais les détailler un peu plus. Donc, une implantation adaptée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut prendre en compte le terrain sur lequel vous allez construire. Donc, prendre en compte son orientation sur le schéma, donc vous le voyez ici, son environnement, s'il y a déjà des arbres existants, s'il y a des constructions, s'il y a une rivière, un ruisseau, des choses comme ça, son accès, le vent, et à partir de là, analyser le terrain. C'est-à-dire, on prend les abacs solaires et voilà, sur un terrain comme ça, on voit très bien que l'été, la courbe du soleil part de là et arrive jusqu'ici, au solstice d'été. En hiver, la courbe du soleil est beaucoup plus basse et beaucoup plus courte. À partir de là, on prend en compte la végétation existante et on implante aussi de la végétation qui permettra donc, par exemple ici, avec des arbres à feuilles caduques, de se protéger du rayonnement solaire l'été, donc d'avoir de l'ombre et de la fraîcheur. Et par contre, ces arbres perdant leurs feuilles, du coup, l'hiver, on se retrouve avec les entrées solaires qui amènent un apport de chaleur naturel. De même, le travail par rapport au vent, le travail donc, par rapport à ces îlots de fraîcheur qui amènent de l'humidité aussi et améliorent le confort, et des matériaux au sol le plus naturel possible, donc qui évitent tout ce qui est réverbération par des matériaux type béton, bitume, qui apportent eux beaucoup plus de chaleur. Donc, au niveau de la conception, donc concevoir un bâtiment, c'est concevoir un bâtiment bioclimatique, c'est concevoir un bâtiment compact, donc où on organise les pièces en fonction de l'orientation des façades. Donc, ça veut dire que sur la partie la mieux exposée, on va mettre des pièces de vie qui ont besoin de soleil et de lumière. Et sur une partie au nord, par exemple, on va mettre des pièces secondaires, type des buanderies, des celliers, des choses comme ça, qui ne nécessitent pas forcément un apport de lumière, de soleil surtout, et qui permettent de créer des espaces tampons et donc de protéger l'habitation. Donc, on isole avec soin pour se protéger du froid, limiter les déperditions, mais aussi pour limiter les entrées de chaleur en été, puisque, on le sait, ça va être la problématique. Les épisodes de canicule vont être beaucoup plus problématiques et difficiles à gérer, presque la chaleur que le froid. Donc, lorsqu'il y a la possibilité, on végétalise les toitures terrasses, ce qui apporte une bonne isolation, mais aussi permet aussi de gérer les eaux de pluie. Donc, ça permet aussi de gérer en ville les poussières et ça améliore au niveau acoustique. Et on capte le plus possible le soleil en hiver pour avoir les apports de chaleur et de lumière. Et on s'en protège donc plutôt du rayonnement solaire en été. Donc, sur ce petit schéma, vous voyez là, au niveau des apports solaires l'hiver, le soleil est beaucoup plus bas. Donc, les arbres n'ayant plus de feuilles, donc la lumière rentre et du coup, on se retrouve avec un apport solaire et de lumière intéressant en hiver. En revanche, l'été, le soleil est plus haut, donc on essaye de s'en protéger, soit avec de la végétation et des feuillages, soit avec des avancées de toiture, des prises au soleil, des stores, des choses comme ça. Et on retrouve donc ici les espaces tampons dont je vous parlais côté nord, qui permettent aussi d'isoler sur les façades les moins bien exposées. Et au niveau du vent, donc de la végétation persistante, donc qui protège aussi du vent. Autre chose importante dans la construction, c'est de pouvoir stocker l'énergie dans la masse du bâtiment et donc de réguler les variations de température au fil de la journée grâce à l'inertie thermique. L'inertie, c'est amenée dans une construction par des matériaux lourds et naturels, de la terre, de la pierre, des choses comme ça.
Donc, il possède une inertie importante qui va stocker les calories dans la journée et pouvoir les restituer la nuit. Donc, c'est bien pour l'hiver. Et l'été, pour éviter donc de surchauffer la nuit, c'est mettre en place des systèmes de renouvellement d'air efficaces, tout en limitant quand même les infiltrations d'air parasites. Mais donc, prévoir un renouvellement d'air, donc si possible le plus naturel. Donc, sur ce schéma, on voit bien que l'idée est d'amener de l'air frais la nuit pour refroidir la masse du bâtiment et donc de l'évacuer par des systèmes en toiture. En gros, c'est de créer en fait une sorte de courant d'air. Donc, l'idée aussi, c'est de limiter le recours aux équipements techniques annexes, que ce soit les climatisations, les chauffages surdimensionnés ou inadaptés. Donc, parce que tous les efforts que l'on a pu mettre en amont, donc sur de l'isolation, pour réduire les consommations énergétiques, en mettant des systèmes de climatisation, des systèmes de chauffage inadaptés. Donc, tous ces efforts pour limiter les consommations d'énergie sont complètement anéantis. Et il faut aussi remettre en place le facteur humain, ce que j'appelle le facteur humain, donc en réapprenant donc les bons gestes, c'est-à-dire on ferme les volets quand il fait chaud, on ventile quand il fait plus doux. Voilà, l'humain, le facteur humain est très important aussi dans le fonctionnement du bâti. Et donc, il ne faut pas toujours se fier à la technologie et à la technique. Donc, pourquoi favoriser la rénovation du bâti? Donc, sur une précédente diapo, donc je vous disais que la rénovation permet de réduire les émissions de carbone, parce qu'en fait, rénover du bâti existant permet de réduire la quantité de matériaux utilisés, puisque le bâti est déjà construit. Donc, en fait, on réduit donc la transformation des matériaux. Ici, vous avez le cycle de vie, donc à partir des matières premières, donc la fabrication, le transport, la construction, l'utilisation. Et à partir du moment où on réutilise un bâtiment existant, qu'on le rénove, à ce moment-là, on rentre dans un système où en fait on le recycle, on rentre dans un système d'économie circulaire. Donc on le réutilise, on le recycle, on le valorise et en même temps, donc ça permet aussi de conserver et de protéger le patrimoine. Donc, à partir de là, nous avons travaillé sur 2 études sur la rénovation du bâti. Une première étude sur le bâti du XXe siècle, avec les CAUE d'Occitanie, et une étude sur la rénovation du bâti ancien en Ariège, donc réalisée par le CAUE de l'Ariège, donc un peu plus spécifique. Donc, la première étude donc, sur le bâti 20e a été, donc, comme je vous disais, menée par les CAUE d'Occitanie dans le but de faire connaître ce bâti et de trouver des techniques de rénovation qui le mettent en valeur. Parce qu'en fait, le bâti du 20e, c'est le patrimoine de demain. Donc, on ne peut pas passer dessus. C'est aussi le bâti 20e. Ce sont des constructions, donc on cale entre 1945 et 1975. Donc, de nombreux bâtiments construits avant 1975 sont peu isolés, donc avec pour conséquence de l'inconfort pour les occupants, des surconsommations et donc de plus en plus de cas de précarité énergétique. Juste pour rappel, la première réglementation thermique a été instaurée en 1974, donc avec les premières règles qui imposaient d'isoler les bâtiments. Et ça, c'était suite au choc pétrolier de 1973, donc qui a déclenché une première prise de conscience de la nécessité d'économiser l'énergie. Donc cette étude sur le bâti 20e, elle est constituée de 2 parties. Une première partie donc, pour la connaissance de ce qu'est l'architecture du XXe siècle, et une deuxième partie avec des fiches sur des cas pratiques autour de 5 thématiques et selon les 4 grandes périodes du XXe. Et donc la deuxième étude a été réalisée donc, par le CAUE de l'Ariège, donc sur le bâti ancien. Parce que en fait, elle est constituée de 3 parties. Donc toujours pareil, la connaissance, il faut connaître pour intervenir. Des thématiques récurrentes sur la rénovation du bâti, l'humidité, la toiture, les murs, menuiseries, planchers, ventilation et des exemples de réalisation.
Donc, pourquoi deux études différentes? Parce qu'on ne rénove pas tous les bâtiments de la même manière. On retrouve là la limite, en fait, de 1945, où en amont, on est sur ce qu'on peut appeler le bâti ancien, c'est-à-dire le bâti qui est construit avec des matériaux issus du terroir, les matériaux locaux. Et à partir de 1940, on voit apparaître des matériaux industriels, donc le béton, le ferraillage, le ciment et tout ça, qui entrent quasiment entièrement dans la construction. Et de même, la conception de ces bâtiments est totalement différente. Sur le bâti ancien est totalement en échange avec son environnement, il fonctionne avec son environnement, alors que le bâti moderne, lui, fonctionne en autonomie et prend très peu en compte en général de son environnement, de ce qui l'entoure. Donc, sur le bâti, donc 20e, c'est une architecture qui marque une époque bien particulière, comme je viens de vous le décrire, mais aussi qui est encore assez méconnue, qui a des spécifications architecturales et constructives en rupture avec le bâti traditionnel. Donc c'est un patrimoine en cours de transmission et de rénovation. En effet, aujourd'hui, beaucoup de personnes se tournent vers ce type de bâti parce que soit ils en héritent, soit ils le rachètent pour habiter, pour pouvoir rénover. Et malheureusement, on constate des interventions sur des rénovations souvent inadaptées. Et donc, l'étude sur le bâti ancien en Ariège, pourquoi? Parce qu'en fait, le bâti ancien en Ariège représente quand même 40% de notre patrimoine. Et donc, face au risque de banalisation donc, de ce patrimoine et souvent de la mise en péril par des rénovations inadaptées, il nous est apparu nécessaire de réaliser un document de connaissance et de sensibilisation. Donc, juste quelques images, voilà, pour dire attention au patrimoine, attention aux interventions. Voilà, la préservation du patrimoine reste quand même notre objectif. Donc, ces deux études qui ont été menées ont permis de démontrer qu'une rénovation se pense globalement. C'est-à-dire, quand on rénove, il ne faut pas penser que performance énergétique ou que usage, mais c'est tout un ensemble autour du projet. Donc, il y a l'adaptation aux usages, parce que les usages anciens ne sont pas les usages aujourd'hui. Donc, la manière d'habiter a évolué et les exigences des habitants sont différentes aussi. Il y a l'approche énergétique, donc avec la performance, le confort, la protection des systèmes constructifs, les équipements et le coût de fonctionnement et la qualité architecturale, donc avec le besoin de préserver donc, le patrimoine. Donc, comment rénover donc, pour répondre aux enjeux climatiques? Donc, on va retrouver les mêmes thématiques en fait, que sur la construction bioclimatique, sauf que là, l'implantation, on ne peut pas intervenir sur l'implantation, le bâtiment étant existant. En revanche, il est possible de travailler avec son environnement proche, que ce soit le relief, la végétation, pour pouvoir se protéger des vents, se protéger du soleil, ou au contraire, en bénéficier pour des apports de chaleur ou bien ventiler. Donc, dans le bâti ancien, ce qui est important de travailler, c'est la ventilation. C'est quand même l'élément primordial, que ce soit pour la santé des habitants, avec la régulation de la pollution, le renouvellement d'air. On le voit aujourd'hui, de toute façon, on nous demande d'aérer et de ventiler toutes les 2 heures notre bâti pour renouveler l'air. Mais c'est aussi très important pour la conservation du bâti, puisque la ventilation, ça permet de réguler l'humidité, donc qui est quand même l'ennemi numéro 1 du bâti. C'est l'humidité qui met en péril les structures, les revêtements intérieurs et donc la qualité de l'air. Donc, comme pour la construction neuve, il faut vraiment mettre en place un système de ventilation qui permette un renouvellement d'air efficace, donc soit avec des possibilités naturelles de surventilation nocturne ou alors des ventilations mécaniques contrôlées. Autre élément donc, à prendre en compte, c'est l'utilisation des matériaux naturels, donc du bois, des fibres naturelles, qui donc participent à la performance énergétique, puisque ce sont des matériaux qui en fait ont la capacité de se charger en humidité sans perdre leur efficacité. Et cette humidité, en fait, ils ont la capacité aussi de la restituer lorsque le milieu s'assèche, et donc ça permet quand même d'avoir un confort hygrométrique intérieur beaucoup plus intéressant pour les habitants.
Et en plus, ce sont des matériaux donc, qui n'ont aucune émission de polluants, donc du coup, qui sont très, très intéressants dans la rénovation. L'isolation, donc, grand débat, isolation intérieure, isolation extérieure, donc l'ITE, l'isolation extérieure, donc il est évident que ça permet de créer donc une enveloppe performante et que ça favorise donc un meilleur confort intérieur, à condition toujours d'être couplé avec un bon système de renouvellement d'air, une bonne ventilation. Mais malheureusement, enfin, ce type d'isolation par l'extérieur, c'est plutôt adapté à des bâtiments construits avec des matériaux industriels, donc post-1945, et dont la qualité architecturale n'est pas avérée. On évite d'isoler par l'extérieur, de mettre des bardages ou un nouvel enduit sur des bâtiments donc, qui ont des mots de nature, qui ont des décors, des choses comme ça. Donc, il est clair que sur du bâti ancien ou patrimonial, on favorise plutôt l'isolation par l'intérieur. Donc, si possible, donc, avec des matériaux naturels, comme on disait tout à l'heure, mais aussi des matériaux donc, qui sont capables de gérer l'humidité comme le font les matériaux de construction traditionnels que sont la pierre, la brique, la terre, qui ont une inertie et qui ont des comportements face au changement de température, donc une mauvaise isolation avec des matériaux industriels peut totalement anéantir. Donc, et en plus, du coup, cette isolation qui sera inadaptée risque de créer des pathologies qui n'existaient pas dans le bâtiment avant la rénovation, c'est-à-dire des remontées capillaires, de l'humidité, du salpêtre, des moisissures. Donc sur le schéma, on voit bien que si on met sur un bâtiment, sur un mur en pierre, une isolation totalement étanche le long du mur, tout ce qui est humidité qui revient naturellement par capillarité, tout ce qui est vapeur d'eau intérieure, ne va plus pouvoir en fait s'échapper, va se stocker soit dans le mur, donc en créant ça peut déceler des pierres, ça peut abîmer le mur, ou alors ça va revenir à l'intérieur et à ce moment-là, on va se retrouver avec de l'humidité et tout ce que ça implique derrière. Donc, avant d'intervenir sur le bâti au niveau de l'humidité, il est conseillé d'analyser donc la nature du bâti et d'utiliser des matériaux naturels biosourcés qui, eux, préserveront la construction et dont les qualités naturelles permettent de réguler l'humidité et la diffusion de chaleur. Autre point important donc, pour limiter donc, les consommations d'énergie et donc du coup face à tous ces enjeux-là, c'est changement des menuiseries, donc pour réduire les déperditions, mais aussi réduire les sensations de parois froides, donc c'est très lié au confort, et pour aussi avoir des vitrages peu émissifs qui limitent le rayonnement solaire et donc réduisent l'entrée de chaleur par les fenêtres. Donc tout cela toujours en mettant en place un système de ventilation. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'en fait, on isole, on change les menuiseries. Donc, un bâtiment ancien qui avait des entrées, on va dire, naturelles d'air par des menuiseries un peu pas très étanches, des murs qui n'étaient pas isolés. Là, on en fait une sorte de thermos, en fait, puisqu'on la rend complètement étanche. Et donc, si on n'a pas de ventilation, donc l'air intérieur devient pollué et donc le confort intérieur est quand même anéanti par rapport à ça. L'idée aussi, c'est de garder les volets, donc ne pas supprimer les volets battants parce qu'ils permettent de protéger les vitrages donc la nuit contre le froid et le jour contre les surchauffes. Donc là aussi, le facteur humain revient en force, puisque évidemment, il faut réapprendre du coup, quand il fait chaud, le matin, avant qu'il fasse trop chaud, je ventile ma maison, j'aère. Quand il commence à faire chaud, je ferme mes volets. Et puis le soir, je réouvre tout pour reventiler. Donc l'être humain a beaucoup d'effets sur aussi son confort et le comportement du bâtiment. Et réduire donc la production de carbone, donc comme pour les constructions neuves, l'utilisation des matériaux locaux, naturels, en circuit court. Donc ça permet de limiter le transport, la transformation et donc forcément la production de carbone.
Et de même au niveau des chauffages, donc c'est adapté, utiliser un chauffage beaucoup plus récent, mais aussi Cinquante-sept. adapté aux travaux qui permettra donc de réduire les gaz Il y a à effet quelqu'un de qui pose une serre. question? Pardon. Donc, comme je vous le disais, toutes les interventions sur le bâti en rénovation doivent être réfléchies de manière globale et non au coup par coup selon les opportunités. Même si on fait les travaux, on phase les travaux dans le temps, il faut vraiment avoir le projet global d'entrée et ensuite, donc, on fait les travaux. C'est-à-dire, on ne peut pas, par exemple, changer la chaudière de prime abord si derrière on sait qu'on va isoler, puisque l'isolation va faire qu'on va avoir un besoin moindre de chauffage, donc peut-être une chaudière un peu moins puissante. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le bâti, on le sait, la construction a un fort impact sur les changements climatiques, les enjeux climatiques, et donc il faut absolument réduire nos consommations et tout ce qui va avec. Donc voilà. Donc il faut penser la construction et l'urbanisme dans un nouveau rapport à la nature en lui faisant reprendre sa vraie place. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Corinne, Corinne Trier. Une question très pratique, là encore, hein, de Véronique qui demande, mais qui peut m'aider à penser mon projet dans sa globalité? Alors, qui peut vous aider? Donc déjà, je vais vous dire le CAUE. On Oui, fait, parce que vous l'avez pas dit, vous êtes très mauvaise commerciale, d'autant plus que je crois que le service est gratuit. Le oui. CAUE aide à ce genre de choses, je crois. Le CAUE, donc il y a des architectes, urbanistes, paysagistes qui travaillent au CAUE et on donne des conseils gratuits. Donc pour toute personne donc, qui a un projet de construction ou de rénovation, on a des permanences à fois et on peut vous aider toujours en amont, c'est-à-dire c'est pas nous qui allons vous faire vos plans, voilà, votre permis de construire quoi que ce soit, mais tous ces conseils pour prendre en compte tous ces éléments, le CAUE peut le faire. Et ensuite, ben, ce sont les architectes, ce sont certains bureaux d'études aussi qui sont Mhm. spécialisés là-dedans, voilà, qui peuvent vous aider Euh, oui, les gens qui aident dans les programmes de rénovation urbaine, les PIG et des choses comme ça aussi, qui ont aussi, des tout à fait. permanences. Hein. Voilà, il y a des personnes à l'Agence nationale de l'habitat aussi qui peuvent vous aider. Il y a l'espace Info Énergie, voilà, le PNR aussi qui peut vous aiguiller sur certaines choses. Voilà, selon la thématique. Après, voilà, vous pouvez toujours prendre, vous prenez contact et puis bon, tout le monde après se connaît et c'est vrai on peut comme ça se renvoyer les uns aux autres selon la thématique. Alors, j'ai une question qui dit, pour lutter, mais elle a disparu, je l'avais sous les yeux, elle a disparu de mon écran, pardon. Pour lutter contre les remontées capillaires dans le bâti ancien, que pensez-vous du processus d'inversion de polarité? Alors C'est pas là-dessus, de moi la question, hein. oui, C'est Yvon. c'est Bonjour Yvon. oui. Alors bon, moi je suis pas voilà une spécialiste là-dedans. Je n'ai pas de retour là-dessus, donc je me permettrai pas non, je vous avoue que là je sais pas. C'est plus les personnes peut-être de l'espace Info Énergie qui pourront vous faire un retour là-dessus. Mais Hmm. là-dessus, ou peut-être quelqu'un d'autre peut intervenir là-dessus. Moi, je ne pourrais pas vous répondre. D'accord. Plus simple, on dit contacter le CAUE. Alors, vous êtes du côté, c'est les anciens locaux de France Télécom, je crois, Tout à fait. pour les plus de 20 ans. Hein. Voilà. C'est du côté des impôts à fois On est vers en le face du Courbet. dojo. En face du dojo, en fait, on est avenue du Stade. Voilà. Mais, Voilà, voilà, sinon c'est AUE, donc Conseil architecture, urbanisme, environnement, environnement. et on vous retrouve sans aucun problème. Je rappelle aux participants que vous pouvez poser vos questions aux intervenants. Je l'ai pas vu, je l'ai pas dit avant votre intervention, Corinne Tray, en cliquant sur soit converser, soit discussion, selon les postes et selon les versions peut-être, en bas d'écran, et le faire à l'écrit, car vos micros sont déconnectés. Voilà, donc s'il y en a d'autres, bah, c'est maintenant, car on va rendre sa liberté à Corinne Trier.